Bonjour et bienvenue à tous au Divalto Talk, votre nouveau rendez-vous mensuel parlant de marketing, d'innovation et de systèmes d'information. Je suis votre hôte Fabien et je vais vous accompagner dans les prochaines minutes. L'objectif, ça va être de discuter avec un expert chaque mois autour d'un sujet bien défini. Aujourd'hui, on va parler des data, des softwares, comment on va impacter vos business views et vos stratégies. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Frédéric Sanu. Bonjour Frédéric. Enchanté, bonjour. Qui est un expert international au niveau des PIM, des CMS, de la Martech. Je vais te laisser te présenter un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Est-ce que tu peux nous parler de toi? Tout à fait. Donc aujourd'hui, Frédéric Sanui, je suis le dirigeant d'Activo Consulting, une société de conseil que j'ai montée il y a à peu près une année, vraiment dédiée à aider les clients à faire la sélection dans justement ce qu'on appelle le Martech que l'on va définir autour de trois pôles majeurs, le DAM, Digital Asset Management, le PIM, Product Information Management, et le CMS, Content Management System. L'idée est très simple, c'est qu'aujourd'hui, une marque doit organiser son contenu, doit gérer de la data et à un moment doit le syndiquer sur ce qu'on appelle l'omnicanal, c'est-à-dire sur différents canaux de communication. Et évidemment, c'est très compliqué aujourd'hui de choisir la bonne solution. On parle de RP, on parle de CRM, on parle de Salesforce, d'Infinity, de différents produits aujourd'hui qui doivent s'intégrer dans l'écosystème solution. Et vraiment, notre force aujourd'hui chez Activo, c'est de pouvoir accompagner les clients dans cette transformation digitale. Merci Frédéric. Tu parlais de Martech justement. Est-ce que tu pourrais me définir la Martech, m'expliquer à nous et à nos auditeurs comment on peut bien travailler avec une Martech? Qu'est-ce que c'est? Quel est le positionnement à adopter? Alors aujourd'hui, la Martech, notamment, qui est bien mise en évidence par le Chief Martech, le site qui est américain, donc qui est bien connu. C'est quoi finalement? C'est qu'au fil des années, un certain nombre d'organisations, dont le Chief Martech, ont essayé finalement de produire une cartographie des solutions. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident, on va dire, à catégoriser. Pourquoi? Parce qu'on a différents types de systèmes d'information, différents types de solutions. On a parlé de DAM, de PIM, de CMM, on pourrait parler de WCM, on peut parler de BI. Donc un certain nombre de silos de technologies qui sont regroupés finalement autour d'une carte, qui ne ressemble pas à une carte de métro, mais en tout cas presque, dans lequel on va essayer, et c'est le but de la Chief Martech, c'est de labelliser, d'organiser, en tout cas de présenter les solutions suivant leur axe et stratégique et digital. Après, bien entendu, c'est très compliqué puisqu'on se retrouve avec un certain nombre de solutions. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2010, on était sur une centaine de solutions en tant que telles listées. Et aujourd'hui, en 2019, avec la dernière carte du Chief Martech, on est à plus de 7000. Donc, on est passé de 100 à 7000. Moi-même, quand j'ai été client, puisque j'ai passé pratiquement 15 ans, aussi bien en tant que DSI d'agence que responsable de production web et de développement, dans les années 2000, on avait une cinquantaine de solutions. Aujourd'hui, être décideur pour une marque, pour une agence, pour un acteur de la grande distribution, c'est très compliqué. Quelle solution choisir parmi ces 7000? Et chaque semaine, on a de nouvelles solutions. Justement, tu parlais d'un nombre de solutions qui était exponentiel, ce qui implique et imbrique automatiquement une masse de data qui est de plus en plus grosse, donc le big data, etc., qu'on peut voir en entreprise. Aujourd'hui, dans un contexte de développement de la donnée et de développement de la donnée en entreprise, comment tu peux qualifier celle-ci? Comment tu peux la qualifier de façon qualitative? Quelles sont les aides que tu pourrais donner aux entreprises pour pouvoir mieux gérer leurs données, mieux l'orienter, bien évidemment par CEO, comme tu le disais, mais quels sont vraiment les éléments que tu pourrais utiliser, que tu pourrais conseiller? Alors aujourd'hui, effectivement, la data est vraiment au cœur de la problématique client. On parle de contenu. Je dis très souvent, on parle de content in context, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bon contenu dans un contexte. Mais je le vois notamment cette année avec un certain nombre de mes clients. La vraie problématique, c'est ce qu'on appelle le e-retailing, c'est-à-dire c'est vraiment la gestion de contenu et de sa data. Et la data, notamment gérée par un PIM, est essentielle. Et on parle de qualité de la data. Il faut savoir qu'aujourd'hui, auprès d'une marque, on n'a pas qu'une seule source de data. Ça peut effectivement être le RP, mais on peut avoir un certain nombre d'organismes comme l'ISEO qui vont fournir par exemple des analytics ou qui vont préparer de la data. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, une marque, ce qu'on appelle le data model, c'est pratiquement plus de 600 champs. Et encore, c'est qu'un exemple. Chez les acteurs de la grande distribution, ça peut être plusieurs milliers de champs. Donc la data est au cœur de la problématique du client. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'aller trouver finalement le bon process, parce qu'on parle toujours de process, la bonne organisation. Toujours avoir en tête qu'aujourd'hui, le succès d'une transformation digitale, c'est 95% d'humain, c'est 5% de technologie.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Et que finalement, donc, en tout cas sur la partie technologie, au versus cette carte du Chief Martech, trouver la bonne solution, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on va de plus en plus trouver au sein des solutions modernes un certain nombre de connecteurs. Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle d'API First. L'idée, c'est quoi? C'est de connecter les systèmes. Voilà, pour ne pas vivre en silo, on est obligé à un moment donné, lorsqu'on va faire un choix, c'est d'avoir cette capacité, en tout cas cette absolue nécessité de connecter les systèmes. Et la data est véritablement le dénominateur commun qui va suivre finalement la donnée client de la création de l'asset jusqu'à sa syndication. Ok, par rapport à cette donnée, et tu disais justement ce qui est intéressant, c'est de pouvoir centraliser la data pour pouvoir la gérer. Donc il y a des systèmes d'information, et c'est aussi l'intérêt d'un système d'information, type un ERP, comme peut le provider Divalto. Aujourd'hui, tu as parlé de PIM. Déjà, on va définir PIM, donc, qui est Product Information Management Software. Donc, on peut donner des exemples type Akineo, PIMcore, etc. Est-ce que tu peux donner l'intérêt en fait, de ces outils de gestion produits dans une entreprise, que ce soit industrielle ou un exemple concret sans citer de marque? En fait, globalement, c'est souvent ces acronymes ne sont pas évidents en tout cas identifier. Et en plus, les éditeurs ont une tendance à dire que leur produit fait tout. Voilà. Moi, je suis plutôt dans en tout cas une analyse et un conseil à dire que certains éléments comme le DAM sont vraiment dédiés à la gestion de l'asset. Et ça va être la différence. L'élément fondamental du DAM, c'est l'asset. L'asset qui peut être une photo, une vidéo, Digital Asset Management, tout à fait. Et le DAM a la capacité et la puissance de processer les fichiers. Voilà. Il faut bien voir que ce n'est pas parce qu'on a des vignettes dans une interface qu'on a un DAM. Le DAM, c'est bien autre chose. C'est la capacité de gérer des métadonnées, ce qu'on appelle standards, type IPTC, XMP, qu'on va retrouver dans des photos, des métadonnées personnalisées, là qu'on va pouvoir, et c'est très important, préparamétrer dans le système et qui vont accompagner aussi bien l'asset qu'une collection qu'un folder. Et de l'autre côté, on a le PIM. Le PIM pour Product Information Management, c'est quoi? Alors là, l'entité, c'est plus l'asset, mais ça va être le produit. Et le produit, c'est quoi le produit? Globalement, pour faire simple, vous avez tous été sur Amazon, sur les sites de e-commerce, les discounts, etc. Et très souvent, pour faire schématique, on voit un visuel, on voit des descriptifs. Tout ça constitue une fiche produit. Et la fiche produit aujourd'hui, elle n'est pas simple à gérer parce qu'elle comprend un certain nombre de champs, elle comprend des traductions, elle comprend un visuel principal, des visuels associés, des icônes, etc. Globalement, c'est lorsque vous êtes sur Fnac.com, vous avez votre télévision, vous voyez les produits associés, vous voyez les traductions, des avis, etc. Donc tout ça, ça va être le travail du PIM. Et une bonne stratégie, parce que le PIM n'est pas très bon en asset management, voilà, il va gérer des assets mais à faible définition. Alors on parlait d'acteurs, alors on viendra peut-être après derrière, mais en acteur du PIM, on a des gens comme chez Akeneo, chez InRiver, donc là aussi chez Cable, chez Affineo, enfin un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sur le marché. Et là, la bonne stratégie, c'est quoi? Ça va être finalement de créer un connecteur entre le DAM et le PIM. Voilà. Et d'avoir pas forcément une synchronisation, ce qu'on appelle bivalente, parce que dans certains cas, on va simplement pousser l'information d'un côté de l'autre suivant les stratégies du client. Mais en tout cas, voilà le rôle du PIM. Et le PIM va être essentiel parce qu'il va aussi agréger, et je le montrais justement dans un de mes derniers webinaires, il y a un très bon schéma qui est fait par Akeneo qui montre vraiment la place finalement du PIM avec le DAM comme fondation, très souvent un MDM pour Master Data Management, parce que toute société a toujours, alors ça peut être un FileMaker ou un vieux PIM, en tout cas une partie de data ou quelque chose qui a été développé, et le PIM va agréger ces contenus en récupérant des informations en entrée et en les poussant à la sortie. Dans tout ce que tu expliquais, et c'est très intéressant dans ton schéma, c'est-à-dire que tu expliquais que le DAM était un socle, que le PIM venait se mettre sur le DAM pour pouvoir faire non pas une connexion bivalente, mais juste envoyer de la data et la retraiter. Il est aussi important dans la place des systèmes d'information, donc des ERP, hein, je reviens quand même sur le cœur de métier de Divalto, qui aujourd'hui est l'ERP. Aujourd'hui, on va centraliser tout ce qu'on appelle data chaude, quand le PIM va traiter la data froide, c'est-à-dire les informations de description produit, etc. Donc nous, on va gérer des prix et des stocks. Dans cet ensemble, aujourd'hui, de la Martech, tu as cité les GAFA, on va parler un peu social media, on va parler Facebook, on va parler Twitter, on va parler LinkedIn. Aujourd'hui,
Si tu dois conseiller des outils de communication, voire même sur du e-commerce, qui font partie de la MarTech, qu'est-ce que tu conseillerais par exemple? On a parlé de PIM, est-ce qu'il y a d'autres outils majeurs, type les CMS par exemple? Oui, alors ouais, aujourd'hui, le CMS est aussi au cœur de métier finalement de la marque, de gestion du portail de la marque. Alors pourquoi? Parce que simplement, finalement, le portail de la marque aujourd'hui, il se veut une agrégation de contenu. Et aussi bien une agrégation de contenu depuis la data chaude, comme on en parlait avec l'ERP. Et l'ERP tient toujours une place majeure aujourd'hui dans tous les systèmes d'information, puisque c'est lui qui va déclencher soit une campagne, soit la création d'un produit. Et que ce soit le DAM ou le PIM, très souvent, sont en récupération d'informations depuis l'ERP. Donc ERP et CRM, évidemment, sont au cœur de cette data. Après, au niveau effectivement des outils de syndication, donc le CMS va permettre d'agréger ces contenus. Alors, il faut savoir, on fait une distinction entre CMS et WCM. Globalement, parce que finalement, la plupart des gens vont utiliser souvent des WordPress, à 85% aujourd'hui sur le marché, mais on est de plus en plus tendance à utiliser ce qu'on appelle des CMS entreprises. Donc des CMS qui vont être capables finalement d'agréger plusieurs sites. Alors c'est le cas de solutions comme Jaya, comme EZ Publish ou des choses comme ça. On a aussi une tendance aussi vers une syndication avec des outils open source. Moi, je le vois avec certains clients. Par exemple, un client qui s'appelle Apostrophe, qui est complètement open source et qui permet d'agréger aussi ce contenu. Et finalement, le CMS est vraiment à la fin, c'est le portail de la marque. Donc, il va récupérer l'information du DAM, du PIM. Aujourd'hui, on a beaucoup de marques, lorsqu'elles veulent mettre à jour le portail de la marque, c'est vraiment très manuel. On récupère un asset, on l'upload. Ce qu'il faut savoir, quand on parle de CMS et donc de web, on parle aussi de SEO. Comment mettre en évidence une marque? Et aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir cette stratégie en termes de SEO, d'où l'importance d'avoir une convention de nom depuis l'asset management jusqu'au PIM, afin de l'URL qu'on va retrouver en haut, elle-même va fournir des mots-clés à Google pour évidemment avoir une présence plus importante sur Internet. Ça vient donc des métadatas dont tu parlais justement sur les assets management qui peuvent remonter, etc. Les métadonnées sont très importantes, chose que les gens oublient souvent, par exemple la donnée IPTC. Alors, quelquefois dans les discussions, on me dit souvent ouais, c'est un peu vieux jeu. Peut-être, mais c'est le seul standard qui existe depuis 1965. Ça permet de sécuriser la data, c'est-à-dire que là aussi, de temps en temps, je me mets un petit peu en opposition de certains éditeurs qui ne veulent pas enregistrer les métadonnées dans les fichiers parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est un moyen de garder le client. Ça, ce n'est pas la bonne attitude. Et il faut savoir que, par exemple, l'IPTC est indexé par Google. Voilà. Okay. Donc, c'est encore aussi de la data qui va être fournie et mise à disposition. Donc, entre l'IPTC, les métadonnées personnalisées issues, par exemple, du PIM, plus la convention de nom, on doit être capable d'offrir un cocktail de data qui permet de syndiquer correctement un visuel et donc un produit sur Internet. Donc là, si je globalise un peu tout ce qu'on s'est dit très brièvement, on a parlé de PIM, de DAM, de CMS, de CRM, de RP. Je vais enlever la partie front office, c'est-à-dire vraiment la partie CRM où on est sur le terrain, on fait de la vente, même si toute la base marketing peut être attachée aussi sur le CRM. Ce qui va m'intéresser, c'est dans cet ensemble de données qu'on a pu retrouver, selon toi, comment toutes ces datas peuvent aider les entreprises à choisir leur stratégie et à leur donner une meilleure vue business, des meilleures visions, de pouvoir se développer, de pouvoir choisir des axes? Comment ça peut les accompagner? Comment ça peut les aider? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une question stratégique pour les marques. On a de la data, on a des systèmes. Maintenant, il faut que ces systèmes et cette data nous aident à prendre une décision. Très clairement, il y a beaucoup de notions aussi de process en amont. On parle par exemple beaucoup d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, moi je reprends toujours un très bon livre de Luc Julia qui est sorti l'année dernière sur l'intelligence artificielle n'existe pas, parce que simplement Luc Julia, pour information, père de Siri et actuellement CTO de chez Samsung, il fait un parallèle avec la voiture. Aujourd'hui, la voiture électrique, pour ne pas la citer, par exemple une Tesla qui ressemble plus finalement à un iPhone qu'à une voiture. Et finalement, dans ce contexte-là, évidemment, l'AI, c'est quoi? Pour lui, c'est la 5e étape full autonome. Bah, ça, c'est sûr que ce n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de cas. Et l'AI est basé sur de la connaissance, donc sur de la data. Donc effectivement, par contre, lorsqu'on gère cette data et qu'on gère aussi de l'intelligence artificielle de façon intelligente, je dirais, on peut apporter une vraie plus-value dans l'aide, le choix et la décision. Mais très souvent, ça va être un cocktail finalement de process, des process souvent manuels. Alors par exemple dans le DAM, on va utiliser ce qu'on appelle des thésaurus, des taxonomies pour, entre guillemets, personnaliser. Et on parle beaucoup aujourd'hui de personnalisation. Et la personnalisation, elle est aussi faite sur la data. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va
avec même 100 000 visuels, être capable d'organiser le contenu. D'accord ? Voilà. Par contre, l'intelligence artificielle, elle va permettre, lors de l'utilisation de son contenu avec ses utilisateurs, de fournir une cartographie très rapide des éléments les plus utilisés. Je prends un exemple plus industriel. Aujourd'hui, quand un Airbus revient d'un voyage, c'est des millions de data qui sont analysés véritablement en live et l'intelligence artificielle permet d'avoir justement cette vision de l'utilisation. Donc, au niveau des systèmes d'information, on est exactement dans cette même dualité problématique. Et les systèmes aujourd'hui DAM, PIM et CMS, il faut bien entendu faire très attention à ça, auprès des éditeurs, doivent être capables d'agréger ce contenu. C'est loin d'être évident parce que là aussi, les éditeurs sont très souvent, et je ne reprendrai pas la parole de Steve Jobs lors de son retour en 1997, ont tendance à s'éloigner de l'expérience client. Et c'est extrêmement important. Une fois de plus, pour le citer, Steve Jobs disait « Vous ne revenez pas chez moi tant que vous n'avez pas passé tant de temps chez le client afin de comprendre, ou sinon je vous vire. » Voilà. Et très souvent, une solution, ce n'est pas une liste de features. Une solution aujourd'hui qui répond en tout cas aux problématiques, aux challenges de l'industrie 4.0, c'est une solution qui est proche de l'expérience client. D'où ces notions d'expérience client en permanence qu'on retrouve au centre de la problématique. Et lorsqu'on a ce cocktail, ce marketing cocktail, entre guillemets, bien pensé, bien réuni, à ce moment-là, on a une véritable aide à la décision et on a des gains de temps. Et quand on a des gains de temps et de décision, on a ce qu'on appelle à la fin, et c'est très important, ce qu'on appelle des KPI, donc des mesures de la performance. On parle très souvent aujourd'hui de mesures de la performance marketing. Aujourd'hui, acheter un DAM, très bien, mais comment je mesure sa performance? Ce n'est pas simplement savoir qui s'est connecté, quand et comment, c'est très bien ça. Mais ça n'apporte rien au business. Par contre, avoir ce qu'on appelle du business intelligent, être capable d'agréger finalement, de mettre en relation différentes sources de contenu de data, là c'est intelligent et bien entendu avoir la capacité de le présenter de façon aussi avec une bonne expérience client. On produit ce qu'on appelle des tableaux d'analyse, ça ne doit pas ressembler à un tableau technique pour un ingénieur à la NASA. Voilà. Donc il y a toujours aussi cette expérience client qui nous amène. Effectivement, tu parlais donc de patterns qui doivent être reproduits pour l'intelligence artificielle, que ce soit sur le machine learning, le deep learning, selon la masse de données globale qui est intégrée. Tu as repris aussi l'ensemble des schémas qui doivent être utilisés pour pouvoir définir des stratégies, pour pouvoir amener à la meilleure prise de décision, que ce soit sur du brand management, sur du customer success management, etc. Et par la suite, tu parlais justement de tout ce qui était visual data management. Aujourd'hui, c'est un outil qui se développe de plus en plus. On le voit avec des entreprises type Mixpanel, par exemple, qui est en train de se développer, qui est une entreprise de San Francisco, qui vient de changer de CEO. C'est l'ancien CEO de Twitter qui a pris justement la direction. Tout ce visual data management qui crée des dashboards, comme on a pu voir l'absorption de tableaux par Salesforce, par exemple, etc. Comment ça se positionne en entreprise pour toi? Quelle est aujourd'hui la valeur en fait, de ces visualisations, de ces visualisateurs en entreprise? Je pense qu'aujourd'hui, elles sont fondamentales parce qu'au niveau d'un C-level, typiquement, et même au niveau dans la relation finalement prestataire-client, le seul moyen de valider l'efficacité finalement d'une solution, d'une stratégie, ce sont ces tableaux d'analyse. Alors évidemment, tu parlais de l'acquisition de tableaux par Salesforce. Je parlerai encore aussi de la levée de fonds, la énième levée de fonds par exemple de Sisense aussi qui est un acteur majeur. Après, ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est la capacité des éditeurs à être en veille sur ces technologies. Aussi, parce qu'il faut intégrer les technologies derrière. L'année dernière, par exemple, on a eu une très bonne intégration de Sisense chez Binder, qui est un des leaders dans tout ce qui est asset management. Et effectivement, ils ont eu cette capacité, ils ont cette capacité à créer un écosystème, un marketplace aujourd'hui. Il faut être aujourd'hui, le client a X système. Afin de réduire ses silos, le Digital Asset Management doit offrir un minimum de connecteurs. Et notamment, cette connexion qui a été faite, par exemple, entre Binder et Sisense est absolument excellente en termes d'expérience utilisateur. Et elle est fondamentale dans l'analyse du suivi d'un projet. Je clique sur mon projet. On a ce qu'on appelle du drill down, c'est-à-dire que je clique sur une iconographie, sur une présentation d'un dashboard. Et à ce moment-là, j'ai d'autres informations qui vont venir en corrélation de cette même information. Et à ce moment-là, on a une véritable aide à la décision. Et c'est le cœur aujourd'hui, c'est le nerf de la bataille, très clairement. Donc là, en fait, toutes ces informations, j'ai encore une question à te poser. Je veux juste revalider un point. Donc toutes ces informations, en fait, quand tu les mixes,
quand tu arrives à les visualiser par des business intelligence, par exemple, par des BI, donc on va prendre Power BI, par exemple, de Microsoft, qui le fait très bien, ou comme je le disais, Mixpanel au niveau des réseaux sociaux, ou Talkwalker pour le social data listening, il y a plein d'outils qui existent. Elles te permettent toutes de gagner, que ce soit en performance marketing, en performance sales, en performance de Customer Success Management, etc. C'est bien ça, donc c'est bien vers là que tu vas arriver. C'est exactement la problématique. Je rajouterai une donne aujourd'hui parce qu'elle est fondamentale, c'est que 80% du business passe aujourd'hui sur un mobile. Donc j'ai tendance à dire, enfin plus que tendance, c'est à vraiment conseiller les clients, lorsque vous testez une solution, testez là aussi sur mobile. D'accord? C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette notion, alors sans rentrer dans la technique de React, d'Angular, de tous ces termes que l'on voit apparaître autour du développement web, c'est loin d'être évident. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, être en capacité de fournir la même information, ce qu'on appelle en HTML5, sur différents types de plateformes, que ce soit iOS, Android, Windows, Mac, etc., c'est un vrai challenge pour les éditeurs. Parce que les standards ne sont pas aussi simples que ça, même si la W3C, chaque année, essaye de mettre en place un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, le décideur, c'est le mobile. Donc ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, cette notion de KPI aujourd'hui doit être aussi disponible sur un mobile et je dois pouvoir être averti en temps réel de la performance ou pas. La notion aussi de réseaux sociaux qui est importante, là aussi, ça change extrêmement vite. Quand on parle de syndication, pour revenir sur cette syndication, il y a quelques années, les systèmes produisaient avec de l'API ce qu'on appelle des asset links, c'est-à-dire des liens d'assets qu'on pouvait publier. Aujourd'hui, toutes les plateformes de réseaux sociaux changent leur API comme Amazon sans prévenir. Donc on est, notamment par exemple au niveau du produit, on parle de PXM, c'est-à-dire d'expérience produit management. Et aujourd'hui, les PIM, par exemple, comme Akeneo, vont se connecter à un outil qui s'appelle ProductSup, qui lui-même va se charger, par exemple, de syndiquer la data. Et je le vois moi aujourd'hui avec les clients, on syndique sur des plateformes qui vont aider à syndiquer et plus directement. Voilà. Ok, une dernière question. Aujourd'hui, sur le site chiefmarket.com, dont on parlait tout à l'heure, il y a une étude récente qui a été faite. On estime qu'il y a un taux de renouvellement de 83% des outils et des applications marketing par les marketeurs. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs pour trouver le bon cocktail, comme tu le disais, et pouvoir être le plus performant possible? Ouais, je crois que le bon cocktail, ça sera sans doute ma dernière notion là-dessus, c'est ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. Très clairement, on vit une période, notamment avec les évolutions du SaaS, qui ne sont pas évidentes parce qu'un certain nombre de marques aussi aiment avoir l'hybride. On a le GDPR qui est arrivé, le contrôle de la data. Mais globalement, les solutions SaaS aujourd'hui ont complètement bouleversé cette notion de retour sur investissement. Il y a quelques années, les marques très facilement partaient sur des solutions à plus d'1 million de dollars. Je dis très clairement, aujourd'hui, vous pouvez avoir un DAM, mais pas pour 1 million de dollars, puisqu'on en a même en open source. D'accord? Donc ça, ce retour sur investissement, c'est extrêmement important. On ne peut plus se permettre, même sur des ERP, CRM, alors on parlait des outils que par exemple vous pouvez en tout cas produire chez Divalto. Je parlerai aussi par exemple de HubSpot, qui est pour moi l'incarnation parfaite aussi de ce qu'il faut faire, puisque c'est voilà, on suit le CRM, le SEO, le marketing et le CMS d'un bout à l'autre pour quelques milliers de dollars par an. Donc ce retour sur investissement est extrêmement important. Donc après, comment bien faire le choix? Être bien accompagné, donc c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas chez Activo, de construire un bon réseau de partenaires, c'est ce que vous essayez de faire aussi chez Divalto, et avec un souci essentiel, l'expérience client et garder le client au centre de la problématique. Merci Frédéric. Merci à vous. Pour résumer, donc, vous avez des sommes de données qui existent, vous avez des DAM, des PIM, des CMS. L'objectif, c'est vraiment de créer votre propre cocktail, de pouvoir répondre au mieux à vos clients. N'oubliez pas d'être vraiment customer-centric, donc de mettre les clients au cœur de votre donnée pour pouvoir avancer. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager l'ensemble de la vidéo sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, YouTube, Twitter, etc. On vous remercie, on vous dit au mois prochain. À bientôt. Merci, au revoir.